Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un concept psychologique fascinant, un truc qui touche vraiment au cœur de nos relations les plus intimes et même à notre histoire familiale. On va parler de l'héritage du faux self. Alors voilà, tout part d'une sorte d'énigme. Imaginez, des couples qui, de l'extérieur, ont l'air absolument parfaits. Le genre de couple qu'on envie un peu. Et pourtant, ils se retrouvent chez un thérapeute. Et leur problème, ce n'est même pas la dispute, le conflit, non. C'est bien plus subtil que ça. C'est un sentiment de vide, un ennui, mais un ennui profond qui s'est immiscé au beau milieu de leur histoire. Et pour décrire ça, les sources qu'on a étudiées utilisent une formule vraiment parlante. Leur couple, ce ne serait pas tant une connexion vivante qu'une sorte de contrat de non-dérangement mutuel. C'est fort, non? En gros, c'est un accord silencieux, un pacte pour ne surtout pas faire de vagues, ne pas se déranger, pour préserver un équilibre qui est en fait super fragile. Bon, alors on va creuser un peu. Pour vraiment comprendre ce qui se passe dans ces couples, il faut aller voir plus loin que le couple lui-même. Il faut remonter à l'individu. Et la clé de tout ce mystère, elle tient en deux mots. Le faux self. Le faux self, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est beaucoup plus qu'un simple masque ou une façade. C'est une véritable stratégie de survie. C'est une façon de vivre qu'on adopte, souvent sans s'en rendre compte, pour survivre dans un milieu où on se sent permanent jugé. Et à force, cette autocensure, elle devient comme une seconde peau, une seconde nature. Attention, il y a une différence hyper importante à faire ici. Le faux self, ce n'est pas juste un mensonge. Un mensonge, c'est un choix, c'est ponctuel, on sait qu'on ment. Le faux self, c'est beaucoup plus profond. C'est carrément un mode de fonctionnement, une façon d'être où en permanence, on se filtre, on s'adapte pour coller à l'image qu'on croit que les autres attendent de nous. D'accord, mais alors pourquoi? Pourquoi ce besoin de s'auto-censurer à ce point? Parce que, évidemment, le faux self, il ne sort pas de nulle part. Il pousse dans un certain type de terreau, si on peut dire, un environnement très spécifique. Cet environnement, c'est un monde qui est, disons, moralement très cadré. Un monde où ce qui compte, c'est ce qu'on montre, l'apparence, bien plus que ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur. Dans ce système-là, la valeur d'une personne ne se mesure pas à ses émotions, à son authenticité, non, elle se mesure à sa conformité, à l'image qu'elle projette. Et cet environnement, il envoie 3 messages implicites, 3 règles du jeu, qui sont hyper puissantes. La première, l'apparence est plus importante que les sentiments. Ce qu'on montre compte plus que ce qu'on ressent. La deuxième, tout écart par rapport à la norme, c'est un danger. Il ne faut pas sortir du rang. Et la troisième, la loyauté au groupe, à la famille par exemple, passe avant sa propre vérité. Ok, maintenant qu'on a posé ça, revenons à notre couple du début. Comment est-ce qu'une personne qui a été modelée comme ça, par ce faux self, va choisir son partenaire? Eh bien, sans même s'en rendre compte, toute cette logique de survie apprise dans l'enfance, elle va se projeter directement dans sa vie amoureuse. Du coup, le choix du partenaire n'est pas vraiment guidé par un désir fou, par une passion vibrante, non. C'est plutôt une recherche de compatibilité défensive. On va chercher quelqu'un qui coche les bonnes cases. Quelqu'un de rassurant, de socialement acceptable, de moralement irréprochable. Bref, on cherche la sécurité avant tout le reste. Et cette phrase, elle résume tout parfaitement. On s'aime sans prendre de risques. C'est ça. C'est un amour qui est construit pour éviter la tempête, pour éviter les vagues, plutôt que pour plonger dans une connexion authentique, avec tout le chaos et la vulnérabilité que ça implique forcément. Et voilà où on en arrive, à ce décalage permanent entre l'intérieur et l'extérieur. Dehors, on voit quoi? Une stabilité qui a l'air parfaite. Mais dedans, qu'est-ce qu'il y a? Une distance affective. Dehors, pas de dispute, pas de conflit visible. Dedans, un ennui profond, abyssal. Dehors, une sexualité qui fonctionne. Dedans, un désir qui s'est complètement éteint. Mais alors attention, ce n'est pas juste une histoire individuelle, ou même juste une histoire de couple. Le truc, c'est que ce schéma, bien souvent, il ne commence pas avec nous. C'est un héritage. Quelque chose qui se transmet de génération en génération. Et la transmission, elle est super subtile. Ça ne se dit pas avec des mots. Le faux self, ça ne s'apprend pas dans une leçon de morale. Ça s'absorbe. On l'intègre en observant les postures des autres. Cette retenue émotionnelle constante, ce besoin de tout contrôler, et cette idée très ancrée que se sacrifier pour les autres, c'est une grande vertu. Et du coup, continuer ce schéma, le reproduire dans sa propre vie, ça devient, sans qu'on le sache, un acte de loyauté. Une loyauté invisible, une façon de rester fidèle à l'histoire de sa famille, aux stratégies qu'ont utilisées les générations d'avant pour s'en sortir. Et c'est là que le drame se noue. Parce que pour la personne qui vit ça, s'autoriser à être vraiment elle-même, à exprimer ses propres désirs, ça peut être ressenti au plus profond comme une trahison. Comme si on cassait un pacte, une chaîne de « il faut tenir bon » qui a défini la famille depuis si longtemps. Seulement voilà, cette vie de sage, cette vie de conformité, elle a un coût. Il y a une facture psychique qui se prépare en coulisses.
Elle n'arrive pas tout de suite, non, mais elle finit toujours par arriver. Et souvent, le déroulé est assez classique. Pendant la jeunesse, c'est la conformité qui domine. Ensuite, à l'âge adulte, on cherche la stabilité, notamment à travers ce fameux couple sans risque. Et puis, paf, au milieu de la vie, souvent autour de 40 ou 50 ans, la crise éclate. Et cette crise, elle peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être une fatigue existentielle, une sorte d'épuisement de l'âme, l'impression de s'être perdu en chemin, de ne plus savoir qui on est vraiment. Ça peut être des ruptures brutales, qui semblent sortir de nulle part, ou encore des symptômes psychosomatiques. C'est le corps qui commence à crier tout ce que l'esprit a tenté de faire taire pendant des années. Mais, et ça c'est peut-être le point le plus essentiel de toute cette analyse, ces crises, même si elles sont terriblement douloureuses, ce ne sont pas des échecs. Au contraire, les sources qu'on a consultées les voient comme une tentative saine et nécessaire du vrai self, de notre vrai nous, de reprendre enfin sa place. C'est en fait une formidable poussée de vie, une tentative de se réhumaniser tout simplement. Et on va terminer là-dessus avec une question qui finalement résume tout le dilemme. Est-il possible d'être loyal à son histoire sans se trahir soi-même ? Comment est-ce qu'on peut honorer l'héritage de nos familles, de ceux qui étaient là avant nous, tout en s'autorisant le droit d'exister pleinement pour ce qu'on est ? C'est une vraie question et elle reste ouverte.